qu'est-ce que sous la surface de l'univers exactement? Tous les citoyens de la Fédération Galactique, quelle que soit leur espèce, savent depuis leur plus tendre enfance que c'est là où vont les vaisseaux lorsqu'ils empruntent les sentiers pour voyager entre les étoiles à une vitesse défiant l'imagination. Ce que les navigateurs ont pris l'habitude d'appeler les abysses, un terme bien vite adopté par le reste de l'humanité. Mais au-delà de ça, bien peu de choses sont vraiment connues à leur sujet. Et tout comme les pionniers ayant créé les sentiers permettant d'y accéder, les navigateurs, depuis leur avènement, gardent eux aussi jalousement leur secret. Soit disant que c'est impossible à expliquer avec des mots, et qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais il y a aussi ceux qui affirment que les navigateurs eux-mêmes ne comprennent pas pleinement ce qu'ils font lorsqu'ils guident un vaisseau entre deux étoiles. Théorie alimentée par les propos tenus à demi-mot par certains navigateurs en personne, affirmant que seuls les pionniers ont la pleine compréhension de ce qui se passe réellement lorsqu'un vaisseau plonge d'une dimension à l'autre. Toujours est-il que tout ce que nous autres pauvres mortels pouvons voir des abysses sur les écrans diffusant les images de l'extérieur du vaisseau est une lumière à l'intensité changeante. Parfois aveuglante, parfois douce et chamarrée, parfois sale, grise et opaque. Et pendant ce temps, branchée à son fauteuil, hors d'atteinte et les yeux fermés, la navigatrice, ou le navigateur, tient entre ses mains l'intégrité du vaisseau et la vie de toutes les âmes à son bord. J'ai personnellement connu des individus qui ont catégoriquement refusé de réitérer l'expérience après une première plongée dans les abysses, terrifiés à l'idée que le vaisseau ne s'y perde définitivement. Ce que je peux comprendre, mais d'un autre côté, quelle merveille que de pouvoir arpenter la galaxie avec autant d'aisance. Je n'ose même pas imaginer ce que serait devenue notre espèce si elle n'avait pas rencontré les pionniers, si elle était restée condamnée à une seule et unique planète. Bien que je ne comprenne pas du tout la nature de la dimension dans laquelle nous nous trouvons, alors que l'éterciel file vers une toute nouvelle étoile. Bien sûr, j'aimerais interroger notre navigatrice et lui arracher les secrets de sa profession. Mais jusqu'à présent, elle a refusé toute interview. Et pour l'heure, plantée dans son fauteuil, son esprit connecté à tout un attirail qui lui aussi dépasse mon entendement, elle n'est clairement pas en état de répondre à mes questions. Je retenterai ma chance à la prochaine escale, lorsque nous reviendrons à la surface pour recharger le réacteur stellarique auprès d'une nouvelle étoile. Mais je peux déjà anticiper sa réponse. Curieux de refuser aussi catégoriquement une interview pour quelqu'un qui dit à ce point aimer le son de sa propre voix. Tant pis, Stelia Yodsen attendra. Il y a de nombreuses autres personnalités tout aussi intéressantes à rencontrer à bord de l'éterciel, dont les deux alionites qui nous accompagnent, Rempart et Lune Loin. Oh, bien sûr, ce ne sont pas les noms qu'ils se donnent dans leur langue natale, mais des traductions plus ou moins exactes de ceux-ci. Et alors que je prends place auprès d'eux pour les interviewer, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine intimidation. Intimidation partagée par toute l'humanité, ou presque, lorsque nous nous retrouvons face à une espèce évoquant à ce point les grands félins de notre terre natale. Car même si l'évolution a fait d'eux des êtres bipèdes et transformé leurs pattes avant en mains pourvues de longs doigts dotés de griffes rétractiles, c'est plus ou moins ce qu'ils sont, des félins. Même si les biologistes vous listeraient des dizaines et des dizaines de points sur lesquels les alionites diffèrent de nos tigres et autres panthères terriens. Malgré tout, les alionites sont l'espèce de la fédération présentant le plus de points communs avec l'humanité, ne serait-ce que pour le sens de la parole. Certes, cela demande un certain effort, mais un alionite déterminé peut apprendre la langue commune humaine, et inversement. Mais ce n'est pas mon cas, ni celui de Rempart. Et même si Lune Loin pourrait nous servir d'interprète, nous préférons avoir recours au bon vieux traducteur universel afin de mener l'interview. Je branche le petit disque d'acier à mes tempes, et les deux grands aliens à l'allure féline face à moi, drapés de leurs amples tenues vertes et ocre, en font de même. Lune Loin, Rempart, enchanté de faire votre connaissance et d'enfin pouvoir échanger avec vous. De même, répond Lune Loin. Enchanté, grogne Rempart. Mes oreilles peuvent percevoir les mots dans leur langue natale, faite de feulements et de voyelles, mais le traducteur les convertit en phrases que je peux comprendre et les projette, avec un infime délai, directement dans mon cerveau, avec la voix et le timbre de leur choix. J'ai beau y être habitué, je ne peux m'empêcher d'être émerveillé, comme à chaque fois que j'y ai recours. Lune Loin et Rempart m'ont envoyé un message dans les heures ayant suivi notre premier plongeon dans les abysses, m'invitant à les retrouver dans l'un des petits bureaux d'études de l'éterciel, précisant qu'ils souhaitaient simplement se présenter en bonne et due forme à un public avant tout humain et potentiellement curieux de leur présence au sein d'une telle expédition. Je les invite donc à me parler d'eux, et les deux alionites s'exécutent à tour de rôle. Rempart d'abord, car selon ses propres dires,
son profil est plus facile à décrire que celui de sa collègue. Plus grand et plus large que cette dernière, l'imposant alionite de plus de 2 mètres de haut au court pelage fauve et uni m'explique appartenir à la caste des prédateurs, l'une des 4 grandes castes ayant divisé leur civilisation depuis l'aube des temps, et que leur société commençait à peine à remettre en question à l'époque du premier contact. Les prédateurs ont toujours été la caste dominante sur l'Ist, la planète natale des alionites, et avec un certain humour, Rempart se décrit lui-même comme le spécimen type, parfaite représentation de l'individu idéal selon les plus conservateurs de ses congénères. Ceux qui voudraient encore aujourd'hui privilégier les individus pur sang, comme lui, plutôt que les hybrides, de plus en plus répandus, acceptés et surtout valorisés, après des générations à vivre en marge de la société et à fonder leur contre-culture. Hybride telle que Lune Loin, ainsi qu'elle se présente par la suite. Sa mère appartenait à la caste des éleveurs, et son père à celle des rêveurs. Quelques générations plus tôt, elle aurait été regardée de travers si elle s'était rendue dans l'un des principaux centres urbains de l'Ist, dominés par l'équilibre sociétal imposé par les 4 grandes castes. Mais aujourd'hui, depuis une grande crise survenue quelques décennies avant le premier contact, et qui prendrait bien trop de temps à détailler ici, la société alionite avait trouvé une nouvelle harmonie. Pas encore parfaite, mais la rencontre avec d'autres civilisations avait accéléré les choses, et de nos jours, les nouvelles générations avaient d'autres chats à fouetter. Mauvais jeu de mots entièrement voulu. Tout cela vous paraît peut-être évident, vous qui découvrez ces mots, mais Rempart et Lune Loin insistent pour commencer par là. Et je les comprends. Étonnamment, il existe de nombreux humains ignorant totalement les enjeux sociaux ayant agité la civilisation alionite, ou qui ont été abreuvés de désinformations et préjugés en tout genre, et une chance de remédier à cela ne doit jamais être gâchée. Après ses premières présentations, il m'explique appartenir à la branche doniste, la division assurant les liens entre l'amirauté humaine et l'assemblée alionite, et qu'il participe souvent à des missions humaines, que ce soit en renfort ou en observation. À titre personnel, pour avoir déjà effectué des reportages en zone de guerre sous la protection d'alionites appartenant à la branche doniste au moins aussi massif que Rempart, je n'ai pu que me féliciter de leur travail. Mais je sais que certaines voix s'élèvent régulièrement pour les traiter d'espions, comme si le partage de savoir et d'informations n'avait pas toujours été le but premier de nos collaborations, et comme si l'amirauté n'avait pas, elle aussi, ses agents sur le terrain, quotidiennement, auprès des alionites. Rempart est justement parmi nous en guise de protection avant tout, et je ne serais pas surpris de découvrir qu'il faisait partie de ces alionites à avoir couvert notre petite équipe de journalistes lors de l'insurrection des Landrel. Et contrairement à ce que la montagne de muscles qui se trouve face à moi pourrait laisser penser, ce n'est pas uniquement de protection physique qu'il est question ici, mais de protection militaire tout court. Rempart est un chasseur dans l'âme, et je sais qu'il a ramené avec lui tout un arsenal qu'il a réussi, selon ses dires, à convaincre le capitaine d'installer à l'Étertiel. Je mets de côté mes états d'âme sur la question, et me contente d'espérer que nous n'en aurons pas besoin. Lune Loin, plus petite et au pelage gris rayé de noir, a quant à elle un rôle plus scientifique à bord. Chercheuse spécialisée dans la connectivité entre technologies de différentes espèces, elle espère tout autant pouvoir étudier les anciens systèmes du miracle d'Opale qu'assister à un événement historique en ouvrant ce qu'elle appelle une capsule surgie du passé. La conversation ne s'éternise pas plus longtemps. Après tout, les alionites sont réputés pour apprécier leur tranquillité, qu'ils soient agents d'une division interespèce ou pas, et ils me font bien vite comprendre qu'ils souhaitaient simplement se présenter pour que ce soit fait, et dissiper certaines interrogations avant de regagner leur cabine et vaquer à leurs activités. Ce que je leur accorde gracieusement. Après les alionites, j'essaye d'engager la conversation avec Ati, l'opératial de bord. Mais ainsi que je l'avais déjà remarqué, celui-ci est tout aussi taciturne que le capitaine. L'opératial préférait passer le plus clair de son temps sous forme dématérialisée, niché au sein des systèmes de l'Étertiel, les 6 drones cuivrés lui permettant d'accompagner l'équipage hors du vaisseau restant généralement dormants dans leur alcôve sur la passerelle de commande. Ati répondait aux questions qui lui étaient adressées depuis n'importe où dans le vaisseau, mais ses réponses restaient généralement courtes et concises. J'avais connu des opératials bien plus bavards et dotés de personnalité, mais j'imagine que celui-ci avait été programmé à la Haute Forge de Novalonia avant tout pour être l'intelligence de bord de l'Étertiel et non pas un modèle social. Et même si une fois devenus des individus séparés de l'intelligence centrale, les opératials développaient leur propre personnalité, je présume que celui-ci avait préféré calquer la sienne sur celle de son capitaine, même leur voix était similaire. J'essaye ensuite d'approcher Orb, le Vancar, 4e et dernier non-humain à bord de l'Étertiel. Lui aussi était une énigme, mais les Vancar dans l'ensemble avaient tendance à en être une. L'espèce avait débuté son chemin vers les étoiles sous la forme d'octopodes, dans les océans d'Oma, leur planète natale,
communiquant grâce aux incroyables couleurs dansant et chatoyant sur leur peau. Mais ils n'étaient pas restés de simples pieuvres bien longtemps. L'évolution les avait dotés de fantastiques capacités à modifier leur ADN, ou à copier celui d'autres individus de leur espèce, et une fois un tel talent maîtrisé, l'espèce était sortie des flots et s'était adaptée au continent. À partir de là, les choses étaient allées relativement vite. À l'époque du premier contact, les Vankar avaient déjà établi une colonie d'individus spécifiquement conçus pour survivre dans l'espace, au sein d'une station orbitant autour de leur planète. Aujourd'hui, ils venaient sous toute forme possible et imaginable, bien que leur peau ait conservé cette texture de céphalopodes se parant de mille et une couleurs, toujours au cœur de leur communication. Ceci dit, lorsqu'ils devaient interagir avec d'autres espèces, les Vankar préféraient se déplacer à bord d'exosquelettes dissimulant entièrement leur corps à la vue et disposant de toutes les fonctionnalités nécessaires pour communiquer avec les autres civilisations de la Fédération. Orb ne faisait pas exception. Il résidait au cœur d'une élégante armature blanc nacré, se déplaçant sur 6 pattes finement articulées, haut d'un bon mètre et long de presque 2. L'ensemble évoquait vaguement un crabe, à la fois massif et tout en longueur. Mais lorsqu'il se déplaçait, on aurait plutôt dit un loup ou un grand chien, d'autant plus avec son espèce de tête pointue dans laquelle résidait le Vankar lui-même, ainsi que le système de commande de l'exosquelette. Contrairement aux Alionites, Orb ne s'isolait pas, et restait généralement présent aux côtés de l'équipage. Il s'exprimait régulièrement de la voix rauque et profonde de son exosquelette, mais il parlait surtout de la mission ou de la Fédération, rarement de lui-même ou de son espèce. Lui aussi, tout comme notre navigatrice, refusait de m'accorder un entretien, mais je ne m'en formalisais pas non plus, et puis après tout, nous aurons bientôt l'occasion d'en apprendre davantage sur lui. Finalement, c'est dans le salon de l'Éther-Ciel que la sociabilisation au sein de l'équipage se fit tout naturellement. La longue pièce ovale au sommet du vaisseau, dont les écrans du dôme pouvaient tout autant projeter les lumières dansantes des abysses à l'extérieur que des fictions ou des vues de paysages à couper le souffle, s'avéra bien vite un lieu de convivialité digne de ce nom. La petite poignée des plus sociaux d'entre nous prit l'habitude de s'y retrouver dans ce que nous appelions nos soirées, généralement autour d'une bouilloire de folka, d'une pinte de bière ou d'une bouteille de vin, voire même de rhum lorsque nous étions d'humeur à prendre des assoubrissants par la suite. Et bien vite, je me retrouvais à y passer le plus clair de mon temps, à l'instar de Mévalite et Anok, la lieutenant de l'Éther-Ciel, et des 3 chercheurs humains de l'équipage complémentaire. Damio Lergeek, médecin psychologue, Kaler Connell, chercheur en civilisation disparue, et surtout Iliran Hagata, l'historienne, ou historien selon les jours, spécialiste de l'époque du miracle d'Opale, et sa personnalité particulièrement flamboyante. Celle-ci avait beau être la doyenne du vaisseau du haut de ses plus de 80 ans, même si elle en paraissait à peine plus de 60 grâce au traitement anti-vieillesse désormais commun à travers la Fédération, elle se révéla être le cœur et l'âme de l'Éther-Ciel pendant la semaine de voyage. Drapée de son éternel manteau bariolé de couleurs, elle animait les conversations, nous faisait découvrir des immerfilms ou des jeux en tout genre, ou, tout simplement, racontait des histoires, tant la grande histoire de l'humanité, que celle de sa vie à la prestigieuse université de Nova Lonia. Et je dois admettre que le romantique en moi appréciait beaucoup ces moments. J'avais le sentiment d'être l'un de ces explorateurs du millénaire dernier, partant explorer le monde à bord de fragiles caravelles ballottées par les vagues, ou de me retrouver dans l'un de ces salons d'artistes et d'intellectuels, traversant le continent dans ces trains de l'ancien temps. L'Orient Express, c'est sans doute à ça que tu penses, nota Iliran lorsque je lui fis part de mes réflexions. Oh, sans doute, je te fais toute confiance sur le sujet. Le nom me parle, vaguement, répondis-je en reposant mon verre. Nous étions à mi-voyage, et un petit groupe d'habitués, sans surprise dans le salon. L'Éther-Ciel venait de passer en phase de nuit, et après s'être amusé avec les générateurs de gravité de la pièce, Iliran et Cal, le chercheur en civilisation disparue, venaient d'ouvrir une bouteille de rouge du Ligek. L'exosquelette abritant Orb était allongé sur le long fauteuil conçu spécialement pour épouser sa forme, et participait occasionnellement à la conversation. « Oh, tu peux en effet lui faire confiance !» acquiesça Cal en se saisissant de la bouteille. « Iliran a toujours été incollable en quiz lorsqu'une question histoire tombait aux soirées trivia. Elle pouvait te sortir de ces anecdotes sorties de nulle part. »« Hein !» s'esclaffa Iliran de son puissant coffre. « Regardez-moi ce vilain comme il est réducteur. Pour toutes les catégories, ou presque, tout le monde me voulait dans son équipe. Pas qu'en histoire. » Cal leva ses yeux sombres au ciel, ou aux écrans du dôme, et sirota une gorgée de vin.
J'en profitais pour relancer un sujet de conversation qui m'intriguait. Et donc, vous avez tous les deux fait vos 3 premières années à l'université de Novalonia dans la même promotion, c'est bien ça? C'est ça, approuva Eliran. Les 3 années du tronc commun en histoire des civilisations. Puis Cal s'est spécialisé dans l'étude des civilisations disparues. Étude des civilisations aliens tout d'abord, corrigea Cal. Puis étude des civilisations disparues par la suite. Oui, voilà, reprit Eliran. Et moi je me suis spécialisé dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, nous revoilà à bosser ensemble. La galaxie est petite, nota Cal. Ou alors, l'université de Novalonia est un repère de gros pistonnets privilégiés, rétorqua Eliran en haussant les épaules. Oh non, je suis mauvaise langue. Au fond, elle mérite son prestige. Cal et moi lâchèrent un petit rire avant que je ne reprenne. Damio aussi est passé par l'université, non ? Demandai-je en faisant référence au médecin, le 3e chercheur de l'équipage complémentaire. Oh oui, mais après nous, il est bien plus jeune, nota Eliran. Il doit avoir ton âge à peu près, on ne l'a pas connu. D'ailleurs, en parlant de toi, Vikel, félicitations pour avoir décroché ce job, reprit Cal. La concurrence devait être rude, non ? J'esquissai un léger sourire avant d'approuver d'un signe de la tête. En effet, mais la chance avait pas mal joué en ma faveur. Au final, c'est surtout que l'amirauté a décidé que ce ne serait pas l'un des 3 grands médias humains basés à Novalonia qui couvrirait l'événement, expliquai-je. Il n'arrivait pas à se départager, et le public insistait pour que ce soit un reporter indépendant, loin des copinages de Novalonia en parlant de pistonnets, tiens d'ailleurs, qui se rend à bord de l'Éther-Ciel. La compagnie avec laquelle je collabore est l'une des plus influentes en dehors des 3 grands géants, et j'ai été le premier sur le coup. Mon profil convenait, l'amirauté l'a validé, et paf, me voilà. L'histoire était un peu plus compliquée que ça, et avait connu quelques péripéties supplémentaires. Mais ce n'était pas le moment de se lancer là-dedans, j'aurais sans doute croulé sous les questions des 2 universitaires. Du coin de l'œil, j'aperçus Damio Lergeek, le médecin dont je venais justement de parler, entrer dans le salon en compagnie de Casey Gertal, l'officier scientifique de l'Éther-Ciel, et je profitais de la distraction. Salut Damio, salut Casey, les saluai-je en levant mon verre. Il me semblait que les 2 hommes, qui ne se connaissaient pas il y a quelques semaines encore, avaient passé beaucoup de temps ensemble au cours des derniers jours, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer qu'il se passait quelque chose entre eux, et grand bien leur face, ai-je songé en leur adressant un petit sourire en coin. Damio, un grand gaillard trapu au teint hâlé, et Casey, plus pâle et plus fin, répondirent à mon salut et vinrent nous rejoindre autour de la table, prenant place dans les fauteuils haut de gamme du salon. Bienvenue parmi nous, lança Eliran. On parlait du petit monde de Novalonia. Vous en avez peut-être entendu parler. Il paraît que c'est la capitale de la Fédération Galactique. Rien que ça. Et de tous ces pistonnets. Vous en savez quelque chose, vous ? C'est également au fil de ces conversations que j'en appris plus sur comment avait été fondée l'expédition, découvrant certaines informations auxquelles je n'avais pas eu accès. Plusieurs parties avaient manifesté leur intérêt pour la mission après que l'amirauté, la plus haute autorité humaine, ait déclaré avoir détecté le signal du miracle d'Opale. Premièrement, l'université de Novalonia, qui, comme l'avait judicieusement fait remarquer Eliran, disposait d'un formidable réseau et constituait l'une des entités les plus influentes de la Fédération. L'université avait souligné le caractère historique de la trouvaille et avait insisté pour qu'une équipe de ses chercheurs prenne part à l'expédition. Puis les Alionites s'en étaient mêlés, exprimant en des termes clairs leur volonté que des observateurs de la branche doniste soient à bord du vaisseau qui se rendrait sur place. S'en était suivi le public et les médias, demandant à ce qu'un tel événement soit couvert et archivé, ce qui avait conduit à ma venue, même s'il m'avait fallu accepter certains compromis, et que mon reportage ne serait diffusé sur les réseaux qu'à notre retour, étant donné que nous n'aurons pas accès au réseau là où nous serions. Cal me rapporta que même les pionniers, l'espèce fondatrice de la Fédération, s'en étaient mêlés, mais il ne savait pas vraiment à quel niveau. Il avait juste eu vent que certains de leurs représentants avaient rencontré les dignitaires de l'université en amont de la sélection des chercheurs qui prendraient part à l'expédition. Orb, quant à lui, était presque arrivé là par hasard, à en croire les rares informations personnelles à filtrer de son exosquelette. Les Vankar étaient une espèce curieuse, à de multiples égards, et il affirmait avoir un arrangement avec l'amirauté et le capitaine, refusant d'en dire plus. Au final, c'est l'amirauté qui avait eu le dernier mot sur qui participerait à l'expédition. En plus d'affréter l'Éther-Ciel et son équipage, qui dépendait déjà de son autorité directe, elle avait approuvé les 2 alionites suggérés par la branche doniste et donné son opinion sur l'équipe de chercheurs envoyée par l'université.
Cal avait été validé car il avait subi un entraînement militaire auprès de l'Amirauté, dans le cadre de l'exploration de planètes anciennement habitées et potentiellement hostiles. Damio Lergeek, pour sa part, répondait à plusieurs critères. En plus de sa formation de psychologue, il était également chercheur en biostase. De nos jours, celle-ci était utilisée pour préserver les corps de vieux fortunés aux portes de la mort, mais tout vaisseau se devait d'avoir un certain nombre de caissons de biostase à bord, si jamais celui-ci venait à se perdre dans l'espace, ou émerger des abysses le réacteur à vide est loin de toute étoile, et devait attendre l'arrivée des secours sur place. Ce qui était potentiellement le cas du miracle d'Opale. L'Arche était à l'époque partie chargée de caissons de biostase, supposément en nombre suffisant pour toutes les âmes à son bord, au cas où quelque chose tournerait mal avec leur sentier expérimental censé les amener dans une toute autre galaxie. Et dans l'éventualité où nous retrouvions l'équipage de l'Arche plongé dans un sommeil de glace, errant sans pilote à bord dans le vide intersidéral, Damio était le spécialiste. Illyran, quant à elle, ou lui selon les jours, avait été un choix non discutable. Elle avait écrit des articles sur le miracle d'Opale, et était considérée comme l'historienne maîtrisant le mieux le sujet par ses pairs. De plus, selon ses propres dires, elle avait grand besoin de prendre l'air et de quitter les siens, et surtout Novalonia, même pour une mission aussi incertaine. L'Amirauté n'avait, toujours selon elle, pas eu d'autre choix que de valider son profil. J'étais justement en sa compagnie lors des derniers instants de voyage, alors que nous allions d'un moment à l'autre sortir du 5e et dernier sentier, celui qui nous ferait émerger, plus d'une semaine après notre départ, au cœur du lointain système solaire dans lequel le signal du miracle d'Opale avait été détecté. Tout le monde, ou presque, était sur la passerelle de commande pour l'arrivée. Nous étions les 2 derniers retardataires à traîner dans le salon, et j'en profitais pour trouver le courage de lui poser une question qui me taraudait l'esprit depuis que je l'avais rencontré. « Excuse-moi, Illyran, je peux te poser une question un peu personnelle ?» Je connais ce ton. Et je pense connaître la question. Laisse-moi deviner. Mon opération ? J'acquiesçais. Oh, les transitions d'un sexe à l'autre étaient communes au sein de l'humanité, et la fluidité de genre était acquise. Mais l'opération qu'Illyran avait entreprise était encore rare. Je l'avais connu homme, au cours des premiers jours de notre rencontre, et même si je n'avais pas bien sûr vu tous les détails, je pouvais bien constater la différence morphologique évidente avec son corps actuel. Et elle pouvait alterner entre les deux à volonté. Ou presque. Est-ce que la transition fait mal ? Osais-je demander en faisant écho au témoignage que j'avais entendu. Oui, répondit sobrement Illyran. Mais il existe des moyens de pallier à la douleur. Cependant, je ne m'infligerai pas ça tous les jours. Mon organisme change en profondeur, et au terme de longues heures de souffrance, j'émerge de l'autre côté homme ou femme. Je n'ai néanmoins jamais eu d'enfant, et je n'en aurai jamais, c'est accepté, et de toute façon ce n'était pas prévu. Là où l'utérus aurait dû être implanté au corps avec lequel je suis né si j'avais voulu transitionner de manière définitive, se trouve le matériel, je simplifie, nécessaire au processus. Un bien faible prix à payer pour être soi-même. J'approuvais d'un signe de tête. En effet, une partie de moi enviait sa liberté en la matière. Mais d'un autre côté, je ne m'étais jamais posé les questions qu'elle s'était posées, et pour reprendre ces mots une fois de plus, ce n'aurait pas été moi-même. J'avais d'autres questions à lui poser, mais la voix de Stelia dans les haut-parleurs du salon m'interrompit. « À tous les retardataires, ramenez-vous sur la passerelle si vous voulez savoir où on met les pieds. On vient d'arriver à la surface. »« On ferait mieux d'y aller, » repris-je avec un petit rire, amusé par le ton toujours aussi pince sans rire de notre navigatrice. Illyran acquiesça, termina son verre d'entrée, et m'emboîta le pas. Lorsque nous posèrent pied sur la passerelle, quelques instants plus tard, nous étions en effet sortis du sentier, et l'équipage consultait déjà les premières données reçues de l'étoile et du système solaire dans lequel nous venions d'émerger. « Naine rouge classique !» annonça le capitaine en découvrant les informations sur l'écran face à lui. 2 géantes gazeuses et 4 planètes telluriques à proximité de l'étoile. Aucun signe d'activité en dehors du signal. On sait d'où il vient le signal, justement ? Demanda Damio. En périphérie du système, au-delà de la plus grande des géantes gazeuses, répondit Stelia depuis son fauteuil de navigatrice en consultant elle aussi les données sur ses écrans. Je me doutais de quelque chose comme ça, et j'ai fait en sorte qu'on émerge le plus loin possible de l'étoile. C'était pas facile, et il n'y a personne ici qui a l'air suffisamment impressionné à mon goût. Mais on peut être sur place d'ici 2 ou 3 heures. On détecte quelque chose à l'endroit du signal ? Demanda le capitaine à son officier scientifique.
Un instant, répondit Casey Gertal, ses yeux s'étant fait vitreux alors qu'il accédait aux données directement sur ses écrans implantés. Les données du scanner à longue distance arrivent, et on devrait même avoir un visuel d'ici quelques secondes. Le temps que l'image soit traitée, magnifiée, Et voilà. La vue de ce qui était indubitablement une structure de fabrication humaine apparut sur les écrans. Faite de 2 gros blocs gris connectés l'un à l'autre et pourvus de réacteurs à l'ancienne. Mais j'avais vu des images du miracle d'Opale, et l'arche ne ressemblait pas à ça. La structure ne fait pas plus de 100 mètres de long tout compris, indiqua Casey en fronçant un sourcil. ce n'est pas que je juge, mais on est loin des dimensions promises d'une arche gigantesque conçue pour plusieurs milliers de personnes, nota Cal, une expression déçue sur le visage. J'aurais été incapable d'estimer la taille du vaisseau sur les écrans, les ténèbres infinies du grand vide rendant impossible toute mise à l'échelle, mais je faisais confiance aux instruments de bord de l'Éther-Ciel. Le silence s'installa un instant sur la passerelle, avant qu'Illiran ne le brise. « C'est la station de commandement du miracle d'Opale », annonça l'historienne d'un ton assuré. « Elle avait été conçue pour pouvoir s'éjecter du reste de l'arche en cas de besoin, et servir de navette d'atterrissage, homologuée à l'atmosphère. Ce n'est pas l'arche au complet, certes, mais elle a sans doute beaucoup de choses à nous révéler. » Mon regard revint se poser sur les écrans, contemplant cette capsule surgie du passé. L'objet de notre mission, la raison de notre présence en ce lointain système. Terminus, tout le monde descend. Un frisson cavala le long de mon échine.